Anne-Marie, ancienne éducatrice, jeune retraitée, aime revenir au Châtelard, le village de son grand-père. Maintenant qu'elle a du temps, qu'elle a besoin d'en savoir plus sur ses origines, elle souhaite mieux connaître l'aventure de son grand-père, Jules, dont elle va suivre les traces. C'est la malle avec laquelle mon grand-père est rentré du Mexique, qui faisait partie de ses bagages. Jules Charpenel. Elle était marquée à son nom. Il y avait beaucoup d'objets du Mexique chez moi. Des couvertures, des petits objets qui ont un peu enchanté mon enfance. Voilà. C'est d'ici, de ce modeste hameau accroché à la roche, que Jules quitte sa famille et part seul à 19 ans dans l'espoir de faire fortune au Mexique. Entre 1850 et 1950, 7000 jeunes, un garçon sur 5, à peine sortis de l'enfance, traversent le monde pour gagner leur vie à 10 000 km de leur famille. On les appelle les Barcelonettes. Et c'est dans le port de Veracruz qu'arrivent les bateaux de Saint-Nazaire ou du Havre, transportant les jeunes gens de la vallée et leurs rêves. Beaucoup prospèrent dans l'industrie du textile. Et les plus fortunés d'entre eux se font construire à Barcelonnette des maisons magnifiques, signe de leur réussite. L'une d'elles, la Sapinière, villa mexicaine offerte par un Barcelonnette généreux, est devenue un musée. Ce n'est pas la première fois qu'Anne-Marie apporte des souvenirs mexicains de sa famille. Là, le cadeau est intime. J'ai rarement vu ma grand-mère coudre, mais moi j'ai toujours entendu dire que c'était elle qui l'avait fabriqué. C'est incroyable. C'est que des petits bouts d'échantillons. C'est que des échantillons. D'ailleurs, derrière, on voit, il y a des endroits où on voit encore le papier. L'étiquette du papier. Super. Là. Voilà. Tous les échantillons, donc Là, disponibles par le magasin et proposés à la vente, elle en a fait un dessus de lit. Je rêvais toujours de récupérer, tu sais, des catalogues justement avec les échantillons et vraiment qu'il y ait toute cette mémoire textile du grand magasin à Mexico, c'est formidable. Oh, je suis ravie. Voilà. Bon, bienvenue au musée. Merci. Autour d'un café, Hélène, la conservatrice, présente à Anne-Marie Henri, 82 ans, l'un des derniers émigrants vivants de l'aventure des Barcelonnettes, et Bernard, directeur d'une usine textile proche de Mexico. Beaucoup de sortes de café, entre autres du Mexique. Alors ça ici, c'est les usines. Nous, on a notre usine encore parmi une des dernières qui existe encore au Mexique, telles qu'elles étaient à l'époque. On construisait un village. Et les gens du village travaillaient dans l'usine, ce qui se passe encore actuellement dans notre usine. Oui, des Mexicains. Alors, à l'origine, en 1900, il y avait 1000 ouvriers. Et actuellement, il y a encore 25 ans, on était 350 et maintenant, on est 200. En 1900, à Mexico, l'élégance française est à la mode. Tous les magasins du centre de la capitale sont français. Leurs usines emploient des milliers d'ouvriers mexicains. Les noms des magasins évoquent des capitales ou des ports d'où arrivent les marchandises. La Ciudad de Paris, la Ciudad de Londres, El Puerto de Liverpool, El Puerto de Veracruz, des noms qui font rêver. Et alors, comment ça s'est passé là? Pourquoi tu es parti là-bas Écoute, j'avais un oncle qui était au Mexique, à Aguascalientes. Ouais. Il a demandé à mon père s'il voulait envoyer un de ses enfants. Je me suis mis à travailler dans le magasin, à faire un peu de tout. Et puis, une fois que je parle bien espagnol couramment, je suis parti en représentation dans les patelins perdus, à cheval. Ah bon. Et tu avais quel âge? Et j'avais 20 ans. D'accord. Et alors, c'était pas dangereux de voyager comme ça? Tu avais peur d'être attaqué par des bandits? J'ai jamais eu peur, mais j'avais le 45 quand même. Après, oui. Oui, mais après, c'est pas avec ça que j'allais tuer un bataillon. Hein. Alors, quand tu partais comme ça dans la montagne et pour de longs jours, tu vendais quoi? On vendait surtout, tu vois, des tissus. Donc, j'avais des échantillons, ce que tu vois là. D'accord. Un nom sur un panneau fait réagir Anne-Marie. Charpenel, c'est le nom de mon grand-père. Et donc, il est parti de la Condamine Châtelard. Ici. Ouais. Et il est parti rejoindre la famille Hébrard, qui avait déjà une entreprise au Mexique. Après, il est revenu en France pour se marier avec Anaïs Hébrard. Ma maman est née en 1920 à Mexico. Et ils y ont vécu jusqu'en 1930. Elle est rentrée à la Condamine, elle avait 10 ans. Nourrie de toutes ces histoires, Anne-Marie fait un détour par le petit cimetière où sont enterrés ensemble son grand-père et sa mère.
Marcel Charpenel, 1920-1990, c'était ma maman. Quand j'étais petite, pour que je puisse apprendre à faire du ski et venir de temps en temps à la montagne, il lui restait quelques pièces d'or que mon grand-père avait ramenées. Et pour chaque séjour de ski, elle est allée vendre 1 ou 2 pièces d'or. Alors, dis-moi, ton futur voyage au Mexique, c'est une promesse par rapport à ta maman? Elle avait toujours rêvé d'y aller et en quelque sorte, j'y vais à sa place. C'est un petit peu, je remplace le désir qu'elle avait eu de partir au Mexique et chose qu'elle n'a jamais pu faire. Nous ne sommes pas au Mexique, mais toujours à Barcelonnette. Depuis une trentaine d'années, les fêtes latino-mexicaines invitent les habitants à se souvenir des liens qui unissent les deux pays. Au beau milieu du mois d'août, toute la ville se met à l'heure mexicaine. À côté du musée, une autre villa mexicaine. C'est la maison de famille de Minouche. Se sentant aussi bien française que mexicaine, elle fonde une association qui sauvegarde la mémoire des descendants des migrants français au Mexique. Tu es fière de tes racines? Oui, des deux côtés. Autant les françaises, celles de Barcelonnette, je suis aussi basco-bernaise du côté de ma mère, et je suis aussi d'origine nahuatl mexicaine par une grand-mère qui a épousé un Barcelonnette. Une Mexicaine qui épousait un Français, c'était waouh, elle a réussi, elle a épousé un étranger. Et quand partez-vous alors au Mexique? Je pense que nous allons partir vers la fin du mois d'octobre. J'ai des difficultés à rentrer en contact avec Marcelo Ebrard, qui est mon cousin. Il n'est pas facile, Marcelo, parce qu'il a été maire de la ville et il a failli être candidat à la présidence. Mais il n'est plus pour l'instant, et là, il est peut-être en retrait. Donc, je ne sais pas si ça sera facile de le rencontrer. Donc, on fera l'essai. Mais de toute façon, vous avez l'oncle Jorge qui m'a répondu et je pense qu'il est d'accord. Vous cherchez vos racines. Voilà. Hein. J'ai créé l'association Racines Françaises au Mexique. Il y avait un besoin. Il y avait un besoin de se rencontrer, de connaître ses racines. Mais d'ailleurs, quand on étudie les Barcelonnettes, ils ont réussi au Mexique parce que c'était un moment de l'histoire. L'homme idéal à l'endroit idéal et au moment idéal. Donc il y a toutes des circonstances qui font que cette histoire soit exceptionnelle. Vous avez la nationalité mexicaine? Ben non, pas que je sache. Non, je pense pas. Du fait que votre mère est née au Mexique, elle est mexicaine puisqu'on a le droit du sol au Mexique. Oui, mais moi je suis née en France. Et alors? Alors je suis mexicaine aussi. Vous pouvez l'être. Ah. Le grand-père d'Anne-Marie, lui, revient en France en 1930 à contre-cœur. Sa femme ne se plaît pas à Mexico. Elle a le mal du pays. Il s'installe alors à Manosque, moins froid que Barcelonnette l'hiver, auprès d'autres familles revenues du Mexique. Anne-Marie a toujours habité là, comme sa mère. Ce qu'elle a découvert, c'est la liberté. Parce qu'à Mexico, elle était toujours dans la rue avec des adultes. Et là, elle se sentait libre. Elle a eu des difficultés un petit peu, mais ça n'a pas duré longtemps, à parler avec les autres enfants de l'école parce qu'elle parlait seulement espagnol. Et quand elle jouait avec les autres enfants, elle courait vite à la maison pour se faire traduire et arriver à communiquer avec les autres. Mais ça a été très rapide. À quelques semaines du départ, Anne-Marie invite Esther, une voisine mexicaine, pour une demande bien particulière. Je t'ai demandé de venir parce que j'aimerais bien écrire une lettre à Marcelo Ebrard, mon cousin. Estimado Marcelo, yo vivo en Francia y soy la nieta de Anaïs Ebrard. Tu veux essayer de le relire? Je vais essayer. Similaire. Tu vas essayer, oui. Estimado Marcelo, yo vivo en Francia y soy la nieta de Anaïs Ebrard, que es la hermana de tu abuelo. Abuelo. C'est le grand-père. Okay. Y tia, c'est la tante. Okay. Cette photo, c'est la photo des arrière-grands-parents dans les montagnes en Ubaye. Et ce que je veux te montrer, c'est qu'il y a un petit violon là, qui est ce violon. Et ce violon, ils l'ont emmené au Mexique. Et les premiers qui sont partis, ce sont 2 frères Ebrard qui ont monté des entreprises au Mexique et qui ont fait venir mon grand-père. Ma grand-mère, c'est une de celles-là, mais je ne sais pas le dire. Et tu as encore d'autres familles ici en France? Non. Il n'y a personne qui habite dans les vallées?
Elle retrouve Alain qui tente sur Internet de repérer dans Mexico le magasin où travaillait Jules. Francisco Madero, c'est celui-là et ça c'est Palma. Alors c'est une de ces 4 coins, c'est voilà. Là ou celui-là. Tu peux voir celle-ci si j'en peux. Voilà, je l'ai. Oui. Je pense que c'est celui qui lui ressemble le plus. C'est C'est la même adresse. Non mais c'est celui-là. Rendez-vous au Mexique. Mexico, mégapole de 20 millions d'habitants. Comment ne pas imaginer le choc de Jules découvrant une ville où ils sont déjà 500 000 en 1900. À Mexico, Anne-Marie et Alain arrivent un peu en retard au lycée franco-mexicain où Hélène présente son livre sur l'aventure architecturale des émigrants barcelonais. Tout ce que le fer offre comme opportunité. Et le modèle parisien, là, il est vraiment installé. Et il arrive à Mexico, il propose à ses frères de construire un établissement qui utiliserait enfin le fer, qui était quand même la grande révélation du 19e siècle. Là, on a des photos magnifiques. Et quand nos amis mexicains travaillent sur ce patrimoine industriel, eh ben, devinez où ils viennent chercher les photos? À Barcelonnette. Et c'est pas du pipeau. Je voudrais remercier le lycée franco-mexicain d'avoir accueilli cette présentation. Et vous invitez. Bonjour Alain. Merci à vous, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va bien. Oui, ça fait drôle de se retrouver Ça ici. fait drôle, mais en même temps, c'est la continuité. Oui, c'est le déroulement de la vie. Toi, tu t'es jamais vu? Non. Tiens, on pourrait rentrer dans le magasin là parce que c'est les 125 ans de ce magasin et ça a l'air très beau. Hein. Mais avant, je vais peut-être aller me faire cirer les chaussures. Au cœur de Mexico, le Palacio de Hierro est aussi célèbre que le Bon Marché à Paris ou nos galeries Lafayette. Ce palais de fer et d'acier est depuis toujours propriété des Barcelonnettes. Ce magasin a été fondé en 1888 par deux Français qui venaient de la province de Barcelonnette, aux Alpes françaises. Et ce style de robe était déjà fabriqué au Mexique ou, ou ça venait de France? Il y a des robes qui venaient de France, il y a des robes confectionnées à Mexique, mais toujours avec le patron, oui, inspiré de la France. Oui, inspiré de la France, parce que c'était la France, l'inspiration pour la mode la plus importante à cette période, pour les femmes élégantes du Mexique. Qui voulaient être à la mode française. La mode française, sésame du lien franco-mexicain. Je suis le directeur du magasin. Je travaille ici depuis 22 ans. C'est un honneur de partager avec vous les 125 ans du Palacio. Je suis très ému que vous fassiez partie de son histoire. Et cette maison, c'est aussi la vôtre. Bonjour Hélène. Oui. C'est moi qui ai le décalage horaire. Ah oui? Vous êtes arrivé à 8h30. Nous, ça va parfait. Mais c'est très bien. Oui, c'est bien, vous avez bien dormi? Tellement fatiguée que... Moi, je me suis levée aux mêmes heures que quand je me couche à 10h, je me lève à 6h30, 7h. C'est comme les bébés. C'est comme les bébés, ils récupèrent tout de suite. Bien adapté. Jocelyne travaille au Palacio depuis 17 ans. Elle emmène Anne-Marie visiter les coulisses du magasin. Ici, tous les fondateurs, ils avaient leur propre chambre. Il y avait la chambre de papa. Et bon, maintenant, de nos jours, c'est transformé dans des ateliers de couture. C'est chouette. Oui, c'est beau. Et là, c'est la grande vue de Palacio Hierro, de vue depuis... Et là, avant les défilés, on les faisait, les défilés de mode, on les faisait là en bas. Et donc tout le monde pouvait, sur les balcons, bien voir. Bien sûr. Et c'est là où mon père est arrivé en 1945. Il était là et il voyait maman défiler. Wow. Ses robes de Christian Dior. Et c'est là ils se sont tombés amoureux.
Si les plus grandes affaires industrielles françaises ont été vendues ou ont disparu, il reste une fabrique de draps de laine, celle de Soria, aux mains des Barcelonettes. C'est là que travaille Bernard, dans l'usine textile familiale. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Buenos días, sí. ¿Qué tal? Sí, gracias. Ici, je vous montre le comptoir qui faisait partie du magasin en 1900, où travaillait mon arrière-grand-père. Dans les années 20, mon arrière-grand-père a récupéré cette usine, qui était en très mauvais état, les machines étaient très vieilles et tout, et donc peu à peu, il en a fait une usine moderne et rentable. C'est la dernière usine française, étant donné qu'elles ont pratiquement toutes fait faillite dans les années 60. Presque toutes les usines appartenaient aux Barcelonettes, mais comme ils n'ont jamais modernisé, il arrive un moment où on ne peut plus parce que c'est trop d'investissement et donc il est trop tard. Cette usine, en réalité, c'est une des dernières usines qui existent comme elles étaient à l'origine, de façon un peu le paternalisme. C'est-à-dire que, comme il n'y avait pas de main-d'œuvre sur place, il fallait attirer la main-d'œuvre. Donc, on construisait un village et tout ça faisait comme une grande famille. Les employés ici n'ont que 5 minutes en fait pour arriver à leur boulot par rapport à d'autres qui sont à Mexico, et c'est 2-3 heures de transport le matin et 2-3 heures de transport le soir, plus ce que ça coûte. Donc ici, c'est un grand avantage aussi bien financier que pratique d'habiter sur place. Retour à Mexico. Avant, ça s'appelait la rue des bijoutiers, Plateros. Plateros, c'est parce qu'il y avait beaucoup de bijoutiers. Anne-Marie recherche avec Jean-Paul, un Barcelonnette, le magasin où travaillait son grand-père, la Ciudad de Londres. C'est là. C'est là où était le commerce de ton grand-père, non? Oui, mais il était salarié, hein? Ah bon. C'était un commerce de textile? Oui, c'était un magasin de tissus, oui. Oui, et il prenait tous les 2 édifices que tu vois là. Et il vendait du tissu pour les gilets, les costumes d'hommes. Au début, quand il est arrivé, sûrement il a dû habiter en haut, là où tu vois les petites fenêtres. D'accord. C'est là où vivait le personnel. Jusqu'à ce qu'il se marie. Et oui, quand il s'est marié, on les foutait à la porte. Et on essayait qu'il se marie très tard, nous ont raconté des gens de Dubaï qui ont vécu ça, c'est-à-dire que jusqu'à 30 ans, jusqu'à ce qu'ils aient gagné de l'argent, et on pensait que s'ils étaient mariés, ils seraient plus très efficaces dans le travail. C'est un beau bâtiment, hein? Oui, et tu vois, il était assez français dans son style. Ouais. Ici et dans l'autre côté, c'était que des commerces français. D'accord. Donc c'est un commerce, Las Fábricas de Lyon. De Lyon, qui appartient à une famille de Lyon. Et ils vendent que des trucs pour les églises. Là, tu vois la Vierge de Guadeloupe, qui est vachement connue. Oui, ben moi j'en ai trouvé un peu sous toutes les formes dans les tiroirs chez moi. Bon. Ah oui, la Vierge de Guadeloupe. Si le pays compte 80% de catholiques, la fête des morts, El Día de Muertos, est une fête plus populaire que religieuse. C'est le moment de célébrer ce que l'on a perdu, l'occasion de les fêter, de les fleurir et même de les chanter. Anne-Marie et Alain s'embarquent pour une balade dominicale typiquement mexicaine. À 1 heure du centre de Mexico, Xochimilco et ses jardins flottants, autrefois cultivés par les Aztèques. On y fête toujours quelque chose. La fête de la joie, du lapin, celle de la tortilla ou du saint du jour. Ouais, c'est génial. C'est inattendu pour l'ambiance. Ma maman me parlait souvent de cet endroit où il passait le dimanche en famille, où il venait toute la famille. J'ai souvent entendu parler de ce lieu. Ah non, sombreros.
Ça? Wow. Si depuis qu'elle est arrivée, Anne-Marie tisse le fil de son histoire familiale, elle espère maintenant retrouver ses cousins mexicains. Je suis très contente d'avoir connu à toi. Oui. Le cousin Georges, 80 ans. C'est le neveu de la grand-mère d'Anne-Marie. Alors, je t'ai porté quelques photos que j'ai retrouvées. Ah oui, mon père est là. Il y est là. Ah. C'est à Mexico, ça. Oui, oui, oui. Ça, c'est Anaïs Ebrard, ma grand-mère. Ah. Ça, c'est Jules, et ça, c'est Marcel Charpenel. Ça, c'est mon père, ça. Et je crois que ça c'est ma grand-mère. Ça, c'est ma mère. Oui. Mon oncle Camille, ma tante Louise. Non, ça, c'est Carmen. D'accord. Et alors, c'est ta grand-mère qui s'appelait Renaud? Renaud, ça. D'accord. Rosalie. D'accord. Eh bien, ma maman s'appelait Marcel Rosalie. Ah, c'est oui? sûrement pour ça qu'elle s'appelait Rosalie. Au niveau du regard, c'est pour ça que je pensais que c'était elle. Et moi, je compare aussi avec les expressions de mes enfants et de mes petits-enfants. Et il y a quelque chose là. Parce qu'on retrouve après. Oui, hein. Dans la famille, les noms de Marcel, c'est... Plus Marcelo qui était maire de Mexico. Et plus Marcelo, oui. Et il va devenir président de la République ou pas? Oh, je ne sais pas. C'est plus sage. Des petits morceaux de France qui reviennent au Mexique. Ouais, très bien. Il y avait beaucoup d'antiquaires ici. Comme à l'usine, il n'y avait presque pas de meubles. Donc tu venais essayer de... souvent acheter le week-end. On venait le week-end et puis on restait, on couchait ici carrément. D'accord. On est venu longtemps avec Marou, très souvent. On pourrait peut-être passer par là, si vous voulez. C'est la dame qui est là-bas. Nouvelle rencontre pour Anne-Marie avec Isabelle, une nouvelle cousine mexicaine. Rendez-vous devant l'ancien magasin de son père, la Ciudad de Mexico, devenu aujourd'hui un café. Anne-Marie Charpenel-Maya. Ah, madame. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Merci. Oui. Nous, ça nous fait plaisir de faire votre connaissance. Oui. On va peut-être rentrer. Oui, il y aura moins de bruit, peut-être. Oui, sûrement. Hein? On arrivera à parler plus tranquillement. Oui. Construite en 1895 par des Barcelonettes, la Ciudad de Mexico est librement inspirée de la Samaritaine à Paris. On voit qu'il y avait un escalier. Oui, il y avait un grand escalier et le second étage, une partie du second étage faisait partie du magasin, puis les bureaux. Vous savez, j'avais 8 ans, alors... C'est difficile, oui. Alors, ce qui me frappe en te voyant pour la première fois, c'est la ressemblance que tu as avec les filles aïeux de Barcelonnette. Ah, ce sont les cousins à papa. Ce sont des cousins? Cousins à papa, oui. Et non, je ne les connais pas. Et donc, avant de venir au Mexique, j'ai appelé par téléphone sœur Estelle Ayo, qui est restée 1 an au Mexique. Ah, je ne savais pas. Et donc, c'était cousin. Donc, il y a quelque chose. Il y a des liens de parenté. Mon père aurait maintenant 112 ans. Mais je crois qu'elle a rencontré ton papa. Sûrement. Et elle m'a dit qu'elle avait passé quelques jours chez ton papa quand elle est venue au Mexique. Ah, ben, donc en fait, je suis venue à Mexico pour essayer de retrouver les descendants de la famille de ma grand-mère. Et ma grand-mère, c'est la famille Ebrard. Ah, d'accord. Donc moi, je ne suis jamais venue au Mexique. C'est ma maman qui est née à Mexico en 1920. Oui, et papa est arrivé en 1921. Et oui, donc ils ont dû... 54. Oui, donc ils ont dû se connaître et se côtoyer. Bien sûr, toute la famille, toutes les Barcelonnettes se connaissaient un peu. Ils savaient tout au moins qui c'était qui. Il faudrait faire quelque chose pour que les enfants de tous ces gens, de toutes les Barcelonnettes, reconnaissent leur pays et retournent. Mais je pense que la génération des jeunes de maintenant bouge plus, ils ont plus de moyens. Et donc, il faut espérer que ça revive tout ça. J'espère que oui. Oui. S'installer à Mexico fait encore rêver certains jeunes de la vallée de l'Ubaye, même si aujourd'hui, la gastronomie française s'exporte mieux que le tissu. Gabriel et son frère Emmanuel, petit-fils des migrants,
ont franchi le pas il y a 13 ans. J'avais toujours eu beaucoup de curiosité de connaître le Mexique quand même, avec l'histoire des Barcelonettes. Et quand j'ai pu venir ici, j'ai sauté dans l'avion. Une semaine après, j'étais ici. J'aime bien les plats mexicains, c'est une des choses qui a fait que je suis resté au Mexique. Alors le best-of? Le best-of, le pâté de campagne, la blanquette de veau, la tartiflette, gratin dauphinois et après tous les fromages. Ici, dans le bistrot, on a 40% de clientèle de Français qui viennent chercher des produits qu'on ne trouve pas ailleurs à Mexico. Et tous les Mexicains, eux, viennent chercher au contraire un exotisme. Donc vous envisagez de rester longtemps, hein? Pour le moment, on reste ici. Dans l'un des quartiers chics de Mexico, l'association Racines françaises au Mexique fête ses 10 ans. Toute la communauté franco-mexicaine est réunie. Anne-Marie profite encore un peu de son cousin Georges, de la famille et des cousins des cousins. Mais il lui reste une dernière chose à faire. Ma maman m'a essayé pendant mes études que je puisse apprendre le français, l'espagnol, pardon. Mais j'ai découvert que je pouvais faire une demande pour obtenir aussi la nationalité mexicaine, puisqu'à un moment donné, on me disait que j'étais pas française et je cherchais à savoir pourquoi. Ben maintenant, je pourrais dire que je suis française et que je suis mexicaine. Donc ça sera un petit plaisir personnel et puis j'ai bien envie d'entamer cette démarche. Tu vas revenir avec... moi, je reviendrai avec plaisir au Mexique. Et puis, je serai d'autant plus fière que j'espère revenir avec un passeport mexicain. Ça va? Oui, bonsoir. Profitez bien de cette soirée. Oui, vous voulez pas jouer à la pétanque? En fait, j'ai jamais appris, mais c'est pas grave. Allez, on joue ensemble? Oui. Allez, c'est bon, 3? Non, moi, je joue pas. Ah, il faut le troisième. Voilà. Même loin de leur pays, les Français aiment garder leurs traditions. À 10 000 km de là, les mariachis enflamment la place de Barcelonnette. Pétanque au Mexique, mariachi en France, les deux pays poursuivent leur histoire commune.